La veille, on se réunit tous. Alors on a dit demain matin, nous allons faire la voiture au Fouquet. Et de là, on fera un petit déjeuner. Et de là, après, on ira chasser les phoques. Avec les barques, normalement sans moteur. Un moteur pour la sécurité, que c'est normal. S'il y a quelqu'un qui a un malaise ou... S'il vous plaît. Pour te montrer, t'as bout de... Non, non. Tu restes long. Non, ça non plus. Je vais chercher la barque à... Et le moteur, tu l'as le moteur? On va partir. Oui, vous pouvez vous mettre à la règle des gabianes là-bas. La règle des gabianes là. On fait ça parce qu'on bon, a droit à faire ça 4 fois dans l'année. Quand il fait le temps, on y va. Et s'il ne fait pas le temps, on ne va pas y aller. S'il ne fait pas de tout le vent, c'est pas bon. Il faut qu'il fasse un peu de vent. Oui, comme aujourd'hui là. Il en faut avec les pantalons bottes. Il en faut 12 en bas là-bas. Donc c'est une battue au Fouque, hein. On est sur l'étang de l'Hérole. Hein. On pratique ça parce que ça fait partie un peu de notre patrimoine. C'est une chasse particulière. Hein. Donc il y a des tireurs qui sont postés et il y a des rabatteurs qui tirent aussi quand ils peuvent. Hein. Le principe c'est d'encercler les fouques, hein, de les serrer au maximum et de les rabattre sur des tireurs postés. Il y a une convivialité, on se retrouve, il se tue quelques fouques là, on fait un petit casse-croûte ensemble et on parle de l'ancien temps où on montait un paquet de fouques, hein, où les canons chauffaient qu'on ne pouvait plus les tenir. Pas facile. Méfie-toi parce qu'elle risque de se lâcher au vent. Tu vois la barque, elle se lâchera. Elle se lâche. Elle va monter, hein. Ne charge pas, on va récupérer les cartouches là. Je vais essayer de j'aurais été prêt. Celui-là il est en plastique. Attendez qu'il y ait la saucisse. Il est amoureux comme lui. Comment t'as l'amoureux? L'association représente les chasseurs du littoral, plus les chasseurs du département, ainsi que tous les chasseurs porteurs du permis national qui viennent de toutes les régions françaises. La chasse à la passée se déroule principalement au lever du soleil et le soir à la tombée de la nuit. Sur des zones humides que l'on a classées en réserve, les oiseaux sortent le matin pour se disséminer sur tous les marécages et donc on peut les tirer à ce moment-là, et ainsi que le soir quand ils reviennent pour se reposer dans ces zones-là. La chasse à la botte se déroule dans les zones lagunaires, donc à l'aide d'un chien sur les oiseaux qui sont posés dans les mares, mais principalement par la suite sur les limicoles tels que bécassines, chevaliers, etc.
et sur les ralidés comme les fouques, les poules d'eau et les râles d'eau. Ensuite, la chasse des passionnés, qui est la chasse au huteau, qui se déroule uniquement la nuit. Nous n'avons pas le droit d'avoir des huttes fixes. Les personnes ont créé des gabions ou pianos que l'on amène le soir à la tombée de la nuit au bord de l'eau. Donc on met notre attelage de canards appelants, canards vivants ainsi que formes de canards en plastique maintenant. Et les gens passent la nuit dans ces fameux pianos qu'ils aménagent à leur façon, donc tout ce qu'il faut pour l'organisation, pour le repas et leur bien-être. Puisque de plus en plus on parle du partage de l'espace avec les promeneurs qui passent la journée sur ce domaine public maritime dont l'accès est ouvert à tous. Nous avons limité l'occupation du sol. Lorsque des promeneurs passent en milieu de journée, ils ne peuvent pas s'imaginer que des chasseurs ont passé la nuit au bord de nos marais ou de nos étangs. On doit s'installer à partir de 4 h de l'après-midi et tout avoir enlevé avant 10 h du matin. Donc je peux chasser sarcelle, pilet, siffleur, souchet, le chipot qui est un canard assez rare. Et alors ça ce sont des canards de surface. Et les autres espèces sont des canards plongeurs, c'est-à-dire qu'ils plongent pour chercher leur nourriture, qui sont principalement le bousse et le morillon. La plus grosse partie, j'en donne beaucoup. Et après, le reste, je le mange avec plaisir. Je suis venu caler ici puisque le vent était favorable pour ici, puisque le chant de mes appelants va porter sur tous les temps. Donc celle qui chante le mieux le plus loin de moi, c'est-à-dire ici à droite, les deux cannes qui sont derrière ce paquet, les deux cannes que l'on voit derrière les formes de canards souchés, et les trois autres qui chantent un peu moins, qui ont un cri intermédiaire entre le mâle et ces cannes chanteuses, qui sont aussi chargées de faire poser le gibier. Et donc en dernier lieu, les mâles qui sont au bord et qui rassurent le gibier par leur chant plus calme. Ils sont aussi chargés d'avertir les femelles dès qu'ils voient un canard sauvage. Donc ils les appellent et les femelles répondent. C'est ça qui fait venir le canard en fait. Il faut veiller quand même toute la nuit, donc à peu près 12 heures, en plein hiver. Donc on se partage la nuit, un qui veille jusqu'à peu près 2 h du matin et l'autre qui prend la relève jusqu'au petit matin. Au
petit matin, lorsque la partie de chasse est terminée, les gens vont voir le voisin pour voir comment s'est déroulé la nuit, voir s'ils n'ont pas besoin d'un coup de main pour enlever tout le matériel du terrain. En dehors de la période de chasse, il y a tout un rituel autour de l'élevage des canards, d'arriver à créer son nouvel attelage pour l'année suivante. Donc assurer la progéniture et essayer d'avoir les meilleurs résultats possibles en attendant l'ouverture de la chasse. Il faut attendre ce qu'on appelle communément la lune. C'est les périodes de migration, donc la lune d'octobre et la lune de novembre qui sont les meilleures puisque tout le gibier d'eau descend dans le sud en hivernage et ces animaux vont profiter de la nuit et de la tranquillité pour naviguer un peu sur tous les étangs et tous les rivages. Et c'est là que chaque huitier va montrer tout son art avec son attelage de canards pour pouvoir les faire venir, les faire se poser, les faire rentrer dans leur jeu et pouvoir essayer d'en tirer quelques-uns. Quand j'étais tout gamin, bon, dès que j'arrivais au village, c'était pour voir les volées de fouques qui étaient devant l'étang, et ainsi de suite, aller sur les barques des pêcheurs, aller dans le môle en bas. L'eau du village, c'était de l'eau qui était épuisée, et comme je venais des Corbières, l'eau du village avait une odeur. Les gens ils ramassaient toute l'eau de pluie qu'ils pouvaient pour faire la cuisine, pour faire gonfler les haricots, les petits pois, et trucs comme ça. Parce que mon grand-père était chasseur, mon arrière-grand-père aussi était chasseur. On chassait dans la famille pour améliorer l'ordinaire. C'était quand la grand-mère voulait manger un garenne, elle disait il me faudrait un garenne, donc on sortait un garenne, c'était la chasse alimentaire. Hein. Et après on chassait pour le plaisir, il chassait pour le plaisir avec ses amis, tout ça, il faisait des repas dehors. J'ai abordé la chasse de cette façon-là. Et quand je me suis retrouvé dans le Marais, quelques années après, il y avait une évolution puisque le Marais avait beaucoup changé. Les grandes saignades, les grandes roselières qu'il y avait au bord sur 3 niveaux n'étaient plus déjà que sur 1,5 niveau, on ne se voyait pas dedans. Et puis la toute petite roselière des devant, maintenant tout est pelé là. C'était surtout les chasses d'été que l'on pratiquait. L'ouverture était au mois de juillet. Mais à cette époque-là, la chasse était ouverte sur le domaine public maritime hein, à tous les porteurs de permis et il n'y avait aucune règle. On tirait tous sur les oiseaux protégés. Et que maintenant, ça a changé. On ne tire que les oiseaux chassables. Et tous ceux qui ne sont pas chassables sont protégés. Vous voyez, il y a une nuance qui s'est faite en 86 là. La chasse que l'on a pratiquée, c'était la chasse à la passée. Puis moi, je me suis mis tout doucement aux appelants. Mais je chassais avec un pêcheur. Il y avait les postes anciens, les postes de chasse, ils étaient sur pilotis pour pouvoir voir l'eau. Ils étaient hauts, on y passait dessous sous les postes. Pour ces gens-là, c'était un plaisir, mais c'était une ressource. Ce sont des cueilleurs, ils cueillent le poisson, ils cueillent tout ce qu'il y a à cueillir, et ils cueillent les canards. Donc à ce moment-là, ils ne pouvaient plus mettre des capucières. Hein. Les capucières sont ces fameux filets qu'on mettait à fleur d'eau pour récupérer les canards plongeurs, les capucets. Voilà, capucière, hop. Les capuces, ils vont sous l'eau et quand ils remontent, ils se prenaient dedans. C'était bien sûr formellement interdit, donc tout ça, ça ne se faisait pas. Et encore, on pratiquait une chasse qui était super intéressante. C'était une chasse de nuit, c'était... alors celle-là, c'est une chasse qui se pratique la nuit. On se met dans une embarcation qui sert aux pêcheurs pour naviguer à l'intérieur des môles. Il ne va même pas à la pêche avec, il fait juste des tout petits parcours dedans. Alors, on appelle ça des nègres fosses ou des nègres gousses, des noix chiens, des noix fous. Le chasseur est couché dedans. Le but c'est d'approcher au plus près les volées de canards ou de fouques qui sont posés sur les tangs et qui dorment. Et les goélands attaquent les fouques, les resserrent. Et ils essaient de séparer une fouque diminuée ou blessée ou affaiblie du groupe. Et les fouques sont des animaux grégaires, leur défense c'est de se resserrer, se resserre. Mais alors, des fois il y en a un paquet comme ça.